Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer de nouvelles thématiques et surtout un nouveau format. Alors c'est une vidéo que j'ai préparée, j'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, au-delà des recommandations spirituelles dont je vous ai entretenu dans mes deux précédentes vidéos, il me semble également important de vous parler de certains ouvrages qui ont marqué ou influencé la spiritualité. Pour cela, deux raisons. La première sera pour rectifier le tissu de mensonges et d'inepties constamment véhiculés à leur endroit par des pseudo-sachants à l'éthique tout à fait discutable. Mais la seconde raison de cette vidéo vous intéressera beaucoup plus, je pense. C'est pour vous faire connaître certains livres, certains ouvrages, ou pour vous proposer des pistes de lecture afin de dynamiser ce que je me plais à qualifier de muscles spirituels. Aujourd'hui, les libraires érudits et spécialisés dans ces domaines particuliers, comme Pierre Dujol par exemple, ceux qui l'ont connu, fondent comme neige au soleil, et le savoir aussi. Alors si je peux contribuer plus modestement à passer le témoin, à transmettre le flambeau, alors qui sait, cette vidéo s'avérera peut-être utile. D'ailleurs, n'hésitez pas, encore une fois, à me le dire en commentaire si vous aimez ce concept ou ce genre de thématique. Alors aujourd'hui, pour commencer cette première vidéo sur le sujet, je vais vous parler d'un petit livre mystérieux et pourtant très connu, intitulé Le Kybalion. Alors, je sais que certains d'entre vous le connaissent fort bien, mais j'aimerais dédier cette vidéo à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et si je dispose de suffisamment de temps, je vous posterai d'ailleurs d'autres vidéos pour vous présenter d'autres ouvrages ésotériques, beaucoup moins connus, mais pourtant très pertinents et très cohérents. Mais pour l'instant, revenons au Kybalion. Alors déjà, bonne nouvelle, vous pouvez vous procurer cet ouvrage gratuitement. Il est en téléchargement libre sur plusieurs plateformes. Il vous suffit de taper dans votre moteur de recherche Kybalion et puis vous verrez, vous pouvez uploader ou télécharger cela. Mais bien évidemment, pour les puristes, vous pouvez trouver ce texte chez certains libraires. Alors, le Kybalion est paru en France en 1908. Son titre originel est The Kybalion, puisqu'il a été publié la même année outre-Manche. La signification du mot Kybalion demeure mystérieuse et les conjectures qui circulent à ce propos sont insuffisamment pertinentes pour que je m'y arrête sérieusement. De même, l'identité du ou des auteurs qui se cachent derrière le vocable « les trois initiés ». Certains exégètes avancent, non sans raison d'ailleurs, l'identité de William Walker Atkinson, tandis que d'autres plébiscitent un autre auteur américain, Paul Foster Case. Qu'en est-il? Atkinson est un auteur majeur anglais que vous devez connaître, je pense, très prolixe, notamment en ésotérisme. Il est notamment connu pour être le zélateur, l'initiateur du mouvement ésotérique La Pensée, un mouvement ésotérique qui s'intéresse sur l'influence de la pensée sur la matière. C'est du reste lui qui a jeté les bases de ce qui a été dévoyé ensuite pour devenir, vous savez, la fameuse force d'attraction. En fait, c'est des idées d'Atkinson, c'est pas autre chose. Donc quand j'entends certaines personnes nous parler de ça, comme si c'était une révélation, non, retournez au classique, allez lire un petit peu la pensée d'Atkinson. Alors, on reste un peu sur Atkinson quelque temps. Il y a quelque chose de très très curieux, c'est que quand on lit le texte du Kybalion et quand on met en parallèle comme ça la pensée d'Atkinson, eh bien il y a presque des copier-coller, il y a des similitudes qui sont notoires, ce qui fait que effectivement beaucoup d'exégètes pensent que Atkinson serait, si ce n'est l'auteur, tout au moins un des rédacteurs. Mais il y a encore plus étrange que ça, c'est que c'est la propre maison d'édition d'Atkinson qui a publié The Kybalion. Bon, généralement, connaissant un petit peu le monde de l'édition et du livre, quand un éditeur promeut, lance un ouvrage,
toujours quand même des idées derrière. Soit c'est pour effectivement créer des émules, véhiculer quelque chose. Mais bon, restons, ça reste une hypothèse. Hein. Je ne dis pas que c'est lui. Mon sentiment personnel, je pense que il fait quand même partie du collège des rédacteurs. Mais il y a une autre personne, c'est Paul Foster Case. Alors lui aussi, vous allez voir, je vous en dis quelques mots rapidement. C'est l'autre auteur présumé. Son histoire est très troublante. C'est un éminent ésotériste américain, spécialiste du tarot. Il a fondé du reste sa propre école d'enseignement mystique après avoir fréquenté le couple Mathers. Alors le couple Mathers, pour ceux qui l'ignoreraient, ce sont des personnes qui dérivent d'un courant qu'on a appelé l'aube dorée ou la Golden Dawn, qui a eu plusieurs écoles, etc. Et donc ce monsieur-là a repris quand même la philosophie qu'il a vue chez les Mathers pour s'en inspirer. C'est un sachant, c'est un érudit. Je vous invite du reste à lire ses productions, surtout si vous parlez anglais. C'est Paul Foster Case, vous verrez. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est là encore étonnant, c'est qu'il y a certaines parties du Kybalion où c'est véritablement presque un copier-coller, mais encore plus étroit que celui dont on avait vu pour Atkinson. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais voilà les deux auteurs présumés. Peut-être y en a-t-il d'autres, hein, encore une fois. Mais ça, je vous le dis parce que beaucoup de personnes parlent du Kybalion, mais évidemment ne soulèvent pas ce point-là. Hein. Alors, parlons un peu plus maintenant du Kybalion. Le Kybalion est un ouvrage ésotérique écrit, je vous l'ai dit, par 3 initiés anonymes, déclarant vouloir rendre au public les principes philosophiques de l'Égypte antique, mais aussi de révéler les enseignements hermétiques qui, si on les croit, proviendraient du légendaire Hermès Trismégiste lui-même. Alors, au-delà de cet effet d'annonce grandiloquent, et il faut bien le reconnaître, peu crédible, le Kybalion occupe pourtant une place centrale dans la pensée spirituelle occidentale. Sans doute car la synthèse qu'il propose en 7 lois a permis de rendre intelligibles et accessibles au grand public des notions ésotériques complexes. Et je pense que c'est cela, principalement, la raison de son succès. Alors, quelles sont ces 7 lois ? Si vous patientez un petit peu, je vous en livrerai une petite synthèse un peu plus loin sur cette vidéo. Revenons un peu au texte. L'approche syncrétique du Kybalion, reliant plusieurs traditions antiques, s'est trouvée en parfaite adéquation avec la philosophie positiviste de l'époque. Nous sommes en 1908, je vous le rappelle. Historiquement aussi, sa parution est intervenue à une époque charnière. Les travaux de Charcot et de Freud sur l'inconscient avaient déjà largement ouvert la voie à une nouvelle conception de la conscience humaine. Rappelons également que la Société théosophique fondée par Madame Blavatsky en 1875 était en 1908 à son apogée et continuait de faire bien des émules dans la capitale. De plus, l'intérêt croissant des philosophies et pratiques spirituelles orientales continuait d'animer bien des discours passionnés à travers les nombreux salons parisiens. Et croyez-moi, ils étaient très très nombreux et prisés de l'élite artistique et intellectuelle de l'époque. Et quand je dis élite, c'est véritablement une véritable élite, pas du tout ce qu'on nous met en avant à l'heure actuelle. D'accord ? Je ne parlerai pas de ces gens-là. Moi, je parle effectivement de gens qui constituent l'élite intellectuelle ou l'aristocratie de l'esprit, comme je me plais à le dire. Mais fermons la parenthèse. Alors, cette population salonarde, il faut le savoir, s'adonnait avec plaisir au spiritisme, à la cartomancie, au début de l'hypnose, mais aussi, et c'était un peu plus confidentiel, à la théurgie, à la magie énochéenne, cérémonielle, etc. Bref, l'engouement pour l'ésotérisme allait bon train. Certains, comme le Sahar Péladan, ou bien Stanislas de Guaita, ou alors encore Papus, pour ne citer que, j'allais dire, les têtes de gondole les plus représentatifs,
poussèrent l'obsession de l'ésotérisme jusqu'à favoriser l'émergence d'ordres initiatiques plus ou moins sérieux d'ailleurs. Citons en pagaille l'ordre hermétique de l'Aube dorée, la Golden Dawn, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi l'ordre martiniste initiatique, qui visait, il est vrai, un public essentiellement franc-maçon, mais on avait aussi des ordres rosicruciens, néo-templiers. Donc vous voyez, c'était une époque quand même extrêmement foisonnante où les idées, l'ésotérisme, la spiritualité, eh bien ça crée des émules, ça crée une dynamique. Alors maintenant, sur le sérieux des ordres en question, bon, c'est très intéressant parfois, des fois c'est à prendre effectivement un peu plus de manière anecdotique. Alors j'essaierai de développer un peu plus tard dans une autre vidéo notamment sur Papus, parce que c'est un personnage qui a été extrêmement, lors de son vrai nom, c'est le docteur Ancos, hein, comme vous savez, qui a effectivement initié pas mal de choses, enfin je voudrais pas m'égarer, mais en ce qui concerne l'ordre martiniste initiatique, il était lui-même effectivement membre d'une loge assez influente, et là il a créé en quelque sorte une rituélie particulière, non pas pour dédoubler ce qui existait déjà, mais pour faire quelque chose de très particulier en lien avec la théurgie. Enfin bref, ça c'est du détail. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous livrerai une vidéo justement plus spécifique là-dessus. Mais revenons au Kybalion. C'est donc sur un terreau, nous l'avons vu, convenablement ensemencé et préparé, si l'on peut dire, que le Kybalion a pu fleurir en France, sans aucun problème, en 1908. Et il fut accueilli, du reste, avec beaucoup de ferveur. Certains ténors de l'ésotérisme parisien n'hésitant pas à se faire les chantres zélateurs du nouveau venu. Alors, avant de vous résumer en quelques mots les 7 lois qu'il compose, retenez bien que le Kybalion est un texte moderne, donc 1908, qui se prétend basé sur des textes anciens. Je dis bien qui se prétend basé sur des textes anciens. Pour moi, c'est une sorte de compilation, utile, c'est vrai, de doctrines philosophiques et de principes hermétiques. Mais en toute objectivité, le Kybalion n'apporte rien de nouveau par rapport à l'héritage ésotérique et hermétique traditionnel dont il prétend être le dépositaire. Alors, je ne dis pas du tout que ça n'est pas vrai. Ce qu'il y a maintenant dans le Kybalion, et vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est pas pour ça qu'il faut dénigrer le Kybalion. Donc, le but de cette vidéo n'est pas du tout d'ostraciser ou de diaboliser cette œuvre-là, surtout si vous ne la connaissez pas. Elle est effectivement très utile. Elle apporte une synthèse, mais comme toute synthèse, ça réduit, ça écrète, et on peut passer à côté d'une substantifique moelle propre à Rabelais. Par contre, pour les personnes qui effectivement débutent en spiritualité ou en ésotérisme, qui veulent un petit peu comprendre certains des grands principes, tout ce qui est dit concernant l'hermétisme est tout à fait juste. Il n'y a aucune fausse note. C'est en parfaite adéquation avec ce que j'ai trouvé dans des traités d'alchimie. Du reste, je vous en parlerai en son temps quand j'aurai terminé mon livre sur l'alchimie, qui peut-être pourra vous intéresser. Hein, vous verrez en son temps, parce que j'ai d'autres projets encore avec ça. Mais tout ça pour vous dire, le Kybalion est très intéressant pour son côté synthèse, pour l'apport. Et ce qu'il y a dedans est tout à fait juste. Par contre, le caractère, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, est un peu trop dogmatique. C'est-à-dire que réduire un enseignement comme celui prétendument d'Hermès, parce que Hermès aussi, il faut savoir que le nom Hermès Trismégiste, trimagistère, ça veut dire 3 fois grand, 3 fois puissant. Donc 3, Trismégiste. Et là, le Kybalion, comme un fait exprès, c'est écrit par 3 initiés. Évidemment, on ne nous la fait pas. On a bien compris le clin d'œil. Mais j'allais presque dire ici, peu importe l'identité, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse.
Et le sage vous dirait qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait l'Everest. Parce que c'est en prenant effectivement une certaine hauteur que on peut commencer à comprendre certaines choses. Alors, ne jetez pas ce texte-là, au contraire, intéressez-vous à ce texte, mais ne le dogmatisez pas, ne vous en abreuvez pas comme étant de manière absolue. C'est la synthèse de différents courants. Alors, maintenant, j'ai été un peu trop lent peut-être, vous me direz, hein, concernant le rythme. Alors, je vais vous parler de ces fameuses 7 principes hermétiques qu'ils appellent lois. Je vais vous les livrer dans l'ordre et puis vous en dire bien évidemment quelques mots. C'est très bien expliqué dans le Kybalion lui-même, donc je vous invite, si cette thématique vous intéresse, à aller voir par vous-même. Alors, la première formule, si on peut dire, c'est, je vais vous la citer, tout est esprit, l'univers est mental. Les 3 initiés appellent cela le principe du mentalisme. Alors, je le redis, hein, tout est esprit, l'univers est mental. Ça amène à pas mal de choses. Ça amène effectivement à relativiser, à comprendre que si tout est mental et que nous sommes nous-mêmes dotés d'un mental, il peut effectivement y avoir des interactions, j'allais dire, entre les deux mondes, entre les deux plans. Donc ici, vous voyez, alors il y a plein d'exemples qui sont donnés. Moi, un exemple basique que je peux vous donner, je le vois en hypnose, notamment quand je traite des sportifs, je les aide mentalement à anticiper ce qu'ils vont faire sur le terrain. Donc c'est une préparation mentale. Pourquoi? Parce que cette préparation qui se passe dans la tête du sportif, donc en hypnose, eh bien, va avoir une résultante immédiate dans sa réalité, mais qui est aussi mentale. Donc vous voyez, ce premier principe, et ça on le retrouve en alchimie, hein, tous ces principes-là, on les retrouve en alchimie. Mais vous voyez, c'est bien expliqué. Passons au second principe, qui est très facile à comprendre, c'est le principe de correspondance, avec la fameuse phrase que vous connaissez, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Donc, l'infiniment grand se reflète dans l'infiniment petit. Quand vous regardez un atome, par exemple, hein, avec protons, neutrons et les électrons autour, c'est un petit peu comme le Soleil et les planètes qui font une galaxie. Donc l'infiniment grand et l'infiniment petit. Qu'est-ce que ça veut dire quand on développe ça un peu plus loin? Ça veut dire que le corps que nous habitons, puisque tout est mental, est aussi un univers. Les organes devenant à ce moment-là comme des satellites ou des planètes. Mais notre pensée, nous sommes donc le Dieu de notre univers. Et réciproquement, loi de correspondance, nous habitons dans un corps plus vaste qu'on appelle univers. Alors peut-être que vous êtes sur l'orteil de Dieu, peut-être que je suis sur son oreille gauche ou que sais-je, peu importe. Donc vous voyez, cette loi de correspondance est très très importante. Et c'est pour ça qu'en alchimie, en travaillant à l'intérieur, en fait, c'est visible à l'extérieur. Et quand on travaille à l'extérieur, ça travaille à l'intérieur. D'où, effectivement, par exemple, hein, le soufre et le mercure. Le soufre étant une force intérieure qui veut surgir à l'extérieur, le mercure étant une force féminine extérieure qui veut rentrer à l'intérieur. Mais c'est la dynamique des deux, cette correspondance, qui entraîne une énergie tout à fait utile. Bon, j'en dis trop, pardonnez-moi, mais je suis un petit peu passionné. Donc, je lis mes notes pour ne pas vous dire d'ânerie. Le troisième principe aussi est très facile à comprendre, mais à bien intégrer, c'est un petit peu difficile. C'est ce qu'ils appellent le principe de vibration. C'est qu'ils en disent, rien ne se repose, tout remue, tout vibre. Donc tout l'univers est constamment en mouvement, en perpétuelle vibration. On le sait bien évidemment depuis Albert Einstein, hein, nous qui sommes un peu contemporains de ce monsieur. Mais dans l'Antiquité, c'était très très important de comprendre que les vibrations, on peut les ressentir, on peut aussi les émettre. Et là je reviens au premier principe qui a été dit, tout est mental. Donc il y a des fréquences mentales. Il y a des
couleurs, si on peut dire, ou des notes, vous voyez. Mais tout est en vibration. Et donc, c'est pourquoi il peut y avoir des affinités, par exemple, entre les individus, ou bien au contraire des anicroches, voire des accords stridents qui ne sont pas du tout plaisants. Que ce soit d'un point de vue sonore, bien sûr, mais d'un point de vue lumineux, d'un point de vue pensée, d'un point de vue équilibre global. Donc, tout est en vibration. Donc, nous sommes immergés complètement dans des vibrations. Et j'allais presque dire que notre âme, il y a une partie individuelle de notre âme, mais elle baigne dans une âme plus vaste, qui vibre elle-même et qui fait vibrer notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce principe-là que vous connaissez, aujourd'hui, c'est plus à la mode, la vibration. Mais rappelez-vous, en 1908, c'était assez novateur, donc c'est intéressant. Alors, là, numéro 4, c'est le principe de polarité. Tout est double, tout a deux pôles, tout a sa paire d'opposés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les opposés sont identiques, mais leur degré est différent. C'est-à-dire que la vision duelle de la réalité, et ça je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos, la dualité, on peut la vivre de deux façons. Soit on va opposer par exemple le blanc au noir, le grand au petit, le riche au pauvre, etc., selon une dichotomie classique. Soit on comprend que l'un est tributaire de l'autre pour se manifester. Et ça, c'est ce que vous disaient notamment les écoles antiques et les cultes à mystère, notamment chez Pythagore ou d'autres. Ça, on verra si ça vous intéresse, je pourrais développer ça. Eh bien, c'est que, à partir du moment où vous comprenez que les deux sont complémentaires, si vous l'entendez bien, c'est complément, c'est complet dans la Terre, ici-bas, parce que c'est propre à la manifestation du solide, de la solidité. Donc même si l'univers est mental, même si par convention nous admettons que cette chose est solide parce que nous l'avons décidé, indépendamment de ça, vibratoirement parlant, nous sommes accordés sur une fréquence, j'allais dire, humaine, universelle, qui nous fait effectivement percevoir ici cette réalité. Maintenant, est-ce la réalité ? Je ne sais pas, c'est peut-être un morceau de la réalité. Très certainement. Puisque tout est mental, tout dépend de l'état mental de la personne. Il peut y avoir des personnes totalement différentes. Il y a des personnes plus agiles que d'autres, plus ouvertes que d'autres. Mais on est tous dans le même décor, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez, c'est important. Et la polarité, cette dualité, il faut bien le comprendre. Parce que imaginez que je me tranche comme ça en deux, je me fais harakiri verticalement. Ben, si vous regardez bien, j'ai deux cerveaux, deux yeux, deux oreilles, deux narines, deux bras, deux jambes, deux poumons, mais je n'ai qu'un seul cœur, qu'un seul foie, qu'un seul estomac. Trinité, au sein d'une dualité. Ce qui amène ensuite à d'autres lois dont on va parler, enfin j'anticipais juste un petit peu. Donc cette polarité, masculin, féminin, et puis aussi l'un s'appuyant sur l'autre. Et c'est la dynamique, vous voyez, cette prétendue opposition, qui est vécue par les profanes comme étant une opposition, en fait, eh bien, c'est cette agitation, vous voyez, attraction, répulsion, attraction, répulsion, attraction, répulsion, vous voyez, qui crée la vie, qui engendre la vie. Autre principe, le principe de rythme. Alors, je vous livre la définition. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue et tout dégénère. Ce qui veut dire que, là on est en train de nous parler des cycles, de la ronde des saisons, de la du cycle du temps. Et puis, dans cette matière, l'âme matière, un tiers d'âme pour deux tiers d'esprit, entre parenthèses comme ça, puisque nous sommes dans un univers mental. Donc ici, je vous dis bien que, enfin c'est pas pardon, c'est ce que j'ai relevé ici, tout s'écoule, il y a donc des cycles, des rythmes. Et c'est très important de prendre conscience de ces cycles naturels, qu'ils soient hormonaux, qu'ils soient de croissance. Les anciens avaient l'habitude de dire que ça fonctionnait par 7, tiens, comme dans le Kybalion, enfin, ça je pense que vous le savez. Donc les cycles humains fonctionnent tous les 7 ans. De 0 à 7 ans,
c'est, je dirais, le début de l'incarnation, l'enfance. De 7 à 14, on va vers la puberté. De 14 à 21, on découvre autre chose. De 21 à 28, etc., etc., etc. Hein, donc, c'est pour ça aussi, entre parenthèses, que Hergé parlait de Tintin. Tintin qui t'intéresse. Enfin, je ne peux pas tout vous dire ici, parce que ce serait un petit peu trop vaste, mais de 7 à 77 ans. C'était une clé, en fait, hein, que Rémy, puisque c'était son nom, livrait. Des bandes dessinées de 7 à 77 ans, c'était pour vous montrer effectivement qu'il y avait des cycles de 7 ans. Je vous renvoie à la lecture de Séverin Battefroid sur la symbolique d'Hergé, notamment. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais fallait que je vous le dise ici. Donc, sur le rythme, sur les cycles, c'est important aussi de bien s'accorder sur des cycles, de bien comprendre comment poser ses actions en fonction de ces cycles. Comme, je dirais, le bon paysan, il y a des instants pour semer, il y a des cycles pour semer et d'autres pour récolter. Donc il faut savoir quand, je dirais, semer, ensemencer, voire même polliniser, puis regarder un petit peu la nature, qui vous parle effectivement de cycles, et ne pas être en opposition à certains cycles. Vous n'allez pas, par exemple, sortir dénudé en plein hiver. En principe, non. Vous allez plutôt vous dénuder quand il fait chaud, ça me paraît évident. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Vous n'allez pas entreprendre certains travaux quand la période n'est pas propice. Parce que vous allez avoir une inertie, vous allez avoir des forces d'opposition, de cycles qui s'opposent. Donc, de bien retenir l'importance, comme ça, des cycles. Alors, on arrive ici au 6e principe, qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre. C'est le fameux principe de cause à effet, qui dit toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Chaque action a donc une conséquence et chaque conséquence découle d'une action. Alors, ce principe-là, évidemment, c'est logique, exprimé comme ça. Je vous renvoie aux travaux, si vous ne le connaissez pas, alors là c'est plus contemporain, on quitte un petit peu le Kybalion, mais il en parle avec une belle intelligence. C'est Philippe Guillemont, qui lui nous parle d'un concept qui dérive du reste de celui-ci, de la cause à effet, mais il nous parle de la rétrocausalité, c'est-à-dire que là il va chercher des principes qui sont un petit peu plus quantique, alors c'est pas pour faire moderne que j'emploie ça, c'est la terminologie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fragmentation pour lui entre la cause et l'effet. C'est-à-dire que nous, ce que nous percevons ici, parce que nous sommes incarnés, nous voyons les faits et notre analyse logique nous fait remonter à la cause. Mais peut-être que cette cause est elle-même l'effet d'une autre cause, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est quelque chose qui se duplique. Si bien fait que tout cela serait, je le mets au conditionnel, en boucle, serait donc en rond. Et donc ce que nous percevons aujourd'hui comme étant l'effet d'une cause, serait peut-être une nouvelle cause qui entraîne autre chose. Et sa rétrocausalité, ce serait donc une interaction d'un futur déjà réalisé qui viendrait modifier les causes de notre présent. Vous voyez, on quitte un petit peu le Kybalion, mais chose intéressante, vous voyez que cette notion-là, sur laquelle s'appuie Philippe Guillemont, dont je vous ai parlé, vous avez aussi Philippe Bobola, je vous invite aussi à suivre ses travaux si vous vous intéressez à ça. Vous voyez comme quoi le Kybalion, mine de rien, continue d'inspirer de grands esprits, enfin ces personnes-là. Je vous invite du reste à visionner, si vous ne le connaissez pas, des vidéos sur toutes ces personnes, parce que c'est quand même intéressant. Mais voyez que l'importance du Kybalion, mine de rien, en 1908, il a quand même posé ces bases-là. Alors je ne dis pas que c'est ce livre-là qui a influencé M. Philippe Guillemont ou M. Philippe Bobola, ou d'autres, bien évidemment, mais pour vous montrer qu'il y a quand même une cohérence, un socle bien établi, bien posé. Donc, si vous débutez en ésotérisme ou simplement en spiritualité, c'est très bien pour moi d'avoir les pieds sur le sol. Et pour avoir les pieds sur le sol, autant quand même avoir une bonne base, avoir quand même quelque chose qui soit bien stable, bien posé. Je termine par le dernier principe, alors qui va sans doute faire hurler une certaine bien-pensance, c'est le principe du genre. Il y a du genre dans tout.
tout a ses principes masculins et féminins. Alors pensez bien qu'avec ce genre de propos à l'heure actuelle, je risque de passer effectivement pour un hérétique, et pourtant. Alors, souvent les personnes confondent ça avec ce que je disais plus haut, hein, non pas au chapitre 4, à la règle numéro 4, enfin règle telle qu'il l'édicte ici, le principe de polarité. La polarité n'est pas, ne s'appuie pas sur un genre quelconque. Polarité, c'est purement, on va dire, presque mathématique. Vous voyez, plus et moins. Il y a une attraction. Mais on ne qualifie pas avec un genre particulier. Là, ici, c'est un caractère, une caractéristique très très particulière et très importante. Alors ça, je vous invite à lire plus en détail le Kybalion sur cette notion-là, parce que justement, vous allez rire, mais il y a des personnes effectivement par rapport, vous savez, à tout ce qui se passe, hein, on va dire des femmes à barbe, hein, pour faire simple, et tout ce qu'on a pu voir, oh que c'était beau, n'est-ce pas, pendant la cérémonie des JO, bon bref, vous voyez de quoi je parle ici, hein, je ne peux pas trop m'étendre, eh bien, beaucoup de personnes donc qui contestent ce genre de choses, s'appuient sur ce qui est dit dans le Kybalion. Parce que c'est effectivement plus qu'un principe, plus qu'une loi, c'est quelque chose qui est inscrit, je dirais, dans l'ADN universel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour les êtres humains. C'est valable pour les fleurs, c'est valable pour les animaux. Certains rosicruciens et Madame Blavatsky vous diraient même, si vous lisez ses écrits dans Isis dévoilée, que ça vise même les minéraux. Et en tant qu'alchimiste, évidemment, c'est une réalité. Mais bien en prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester mono-produit, si j'ose dire. Monopolarité. Bien sûr, nous avons les deux qui nous travaillent, mais avec des intensités qui sont différentes. Et c'est cette différence d'intensité qui permet d'orienter la conscience et d'orienter la pensée. C'est pour ça aussi que je voulais vous parler du Kybalion. Vous voyez ces principes-là. C'est très amusant, hein, il y en a qui combattent ça, et j'ai entendu dans leurs propos, ça vient du Kybalion, c'est exactement ça. Ils n'ont pas été chercher loin, hein, ils ont été piochés dedans. Mais tout ça pour vous dire que même si c'est un ouvrage donc, qui date de 1908, vous voyez, il y a quand même des principes qui sont là. Et si vous relisez donc tranquillement tout ça, vous voyez, donc le principe du mentalisme, tout est mental, le principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le principe de vibration, la polarité, le système du rythme, la loi de cause à effet et le principe du genre. Ben vous avez là déjà un socle qui vous permet de comprendre un petit peu votre constitution, le décor dans lequel se joue votre incarnation, la mienne, la nôtre, et l'univers. Et toutes ces correspondances ici, ça va entraîner une conscience particulière. Vous voyez, comme quoi c'est intéressant de mettre son nez dans des textes. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors évidemment que les puristes me pardonnent, j'ai été extrêmement réducteur sur ces 7 lois. Je vous laisse le soin du reste, si ça vous intéresse, de plonger, voir les explications sont tout à fait valables, tout à fait pertinentes, cohérentes et intelligentes. Et donc ça fait du bien de voir ça. Et je vous dis encore une fois, c'est pour vous donner une matière, pour vous donner un socle. Ça n'est pas le socle absolu. Hein, attention, je ne suis pas en train de vous dire c'est la vérité, prosternez-vous devant le Kybalion. Pas du tout, absolument pas. Hein, je vous ai dit, c'est un ouvrage moderne. C'est un effet de libraire aussi qui se dit, bon allez, je ressors ça. En fait, rien ne le prouve. Mais c'est pas innocent, et je pense que si ce texte est paru en 1908, c'est pas pour rien dans le courant dont je vous parlais, parce qu'il y a effectivement pas mal de raisons. Dans cette période-là, quand même, il y avait beaucoup de salons. Alors peut-être que je ferai une vidéo, alors non pas pour vous présenter les différents salons, mais pour vous présenter peut-être certaines figures qui étaient présentes dans les salons et qui ont influencé énormément l'époque. Hein.
faut pas l'oublier. Vous savez, vous avez par exemple, alors quelqu'un que j'adore, vous avez Madame Hélène Erlanger, qui a publié un livre. Alors au départ, c'était un conte d'auteur, Voyage en kaléidoscope, qui est purement alchimique. Et je crois qu'on est en 1902 ou 1909, je ne me rappelle pas. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, du reste avec une certaine gourmandise. C'est extrêmement incroyable. Et toutes les informations qu'elle met dans son roman, vous pouvez le trouver du reste, hein, c'est à peu de prix, parce que hélas, les gens ne s'intéressent pas à ça, et c'est bien dommageable. Eh bien, il y a des principes, même aussi dedans, du Kybalion. Alors, ça n'est pas cité comme tel, mais on les retrouve comme quoi. Vous voyez, toute cette époque-là a été très importante et très intéressante. Et je pense qu'aujourd'hui, comme les valeurs eh bien, sont un peu inversées, comme on a tendance un petit peu à les perdre, à les oublier, eh bien, c'est le moment, je pense, de replonger. Voilà les amis, j'ai été très bavard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ou pas du tout. Peut-être que je suis complètement hors sujet, que ça ne vous intéresse pas. Peut-être pensez-vous que ce genre de thématique n'a rien à faire sur ma chaîne. Mais sachez que il y a beaucoup de textes, de choses très importantes. La France est un pays extrêmement spirituel, qui a abrité beaucoup d'auteurs, beaucoup d'artistes. Ça foisonnait énormément. Il y avait vraiment une certaine coterie au sens noble du terme. Donc il y a plein de choses à découvrir que peut-être vous ignorez. Et ça, c'est une source, ça peut être des pistes. Je ne vous dis pas que c'est la piste, encore une fois, mais vous donner peut-être des orientations, des indications. Après tout, c'est, je pense, mon rôle. En tout cas, je me flatte de le croire. Voilà les amis, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la partager, ça permettra peut-être de me faire découvrir à des personnes qui ne me connaissaient pas jusqu'à présent. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous embrasse du fond du cœur.